Bonjour, je suis le docteur Michel Atouel, échographiste depuis plus de 40 ans. Je pratique ces examens. Nous allons pratiquer aujourd'hui un webinaire avec Medical Professionnel pour vous montrer comment on pratique une échographie abdominale et pelvienne complète en fonction de la pathologie du patient. Donc je vais vous montrer comment l'on procède. Tout d'abord, notre patient est allongé confortablement. Moi, l'échographiste, je suis aussi assis confortablement. La machine est prête et nous allons faire un petit balai à 3. Alors, j'ai décidé de faire une échographie abdominale et pelvienne à cette patiente parce qu'elle a une symptomatologie particulière, parce qu'elle a des douleurs, elle a des vomissements, elle a des saignements, enfin, quel que soit le motif, j'ai besoin d'examiner tout son abdomen. Pour y faire une échographie abdominopelvienne, le patient est allongé en décubitus dorsal, pour commencer. Après, je vous montrerai, en fonction de chaque organe, comment j'aborde chaque organe. On met évidemment, comme vous le savez, une interface liquide qui est du gel. Il ne faut pas hésiter à en mettre et en remettre parce que le gel va sécher au bout d'un certain temps de l'examen. Alors personnellement, moi je commence par explorer l'hypocondre droit. Je place ma sonde en coupe longitudinale dans l'hypocondre droit et le but est de visualiser tout d'abord à cet endroit le foie et le rein. C'est mon premier objectif. Quand on pratique une échographie abdominale et pelvienne, il faut faire attention au réglage de la machine, c'est-à-dire avoir une profondeur suffisante. Là, par exemple, je ne vois pas le diaphragme. Et à ce niveau-là, il est important de voir le diaphragme. Ça permet de savoir qu'on est suffisamment en profondeur pour pouvoir tout examiner en profondeur l'abdomen. Alors, je vais augmenter ma profondeur. Voilà. Là, je vois bien cette ligne hyperéchogène qui est là, qui est le diaphragme. Je vois le foie ici et le rein. Et vous voyez qu'ici, je suis un peu gêné par les gaz. Donc, je vais demander à ma patiente de gonfler les poumons et d'inspirer. Voilà. Et je l'accompagne pour qu'elle comprenne bien que je peux pratiquer l'examen. Alors, je vais m'attarder sur le rein. Le rein, c'est cette formation ovoïde. Respirez. C'est moi qui rythme sa respiration. Parce que le patient, il aime bien faire plaisir au médecin. Et il va rester en apnée un peu trop longtemps. Gonfler et bloquer. Alors, vous voyez le rein, je le balaye de droite à gauche et en coupe transversale de haut en bas. Respirez. Là, je peux considérer, j'ai examiné le rein en entier, je peux considérer que son rein est normal. À cet endroit-là, vous avez le foie. On peut remarquer entre le foie et le rein, c'est ce qu'on appelle l'espace de Morrison. Si on a déjà un épanchement abdominal, c'est ici qu'on va le voir. Je vous ai dit qu'on voyait le diaphragme ici, au-dessus du diaphragme. Alors là, je suis en coupe longitudinale, c'est-à-dire que la tête du patient est à gauche sur l'écran et ses pieds sont à droite. Ce qui veut dire qu'au-dessus du diaphragme, nous avons le poumon. Et si il y a un épanchement pleural, voyant le diaphragme, on peut mettre en évidence un épanchement pleural, peu importe l'origine, peu importe la cause, mais ça permet de visualiser à cet endroit-là un épanchement pleural. Gonflé. Et maintenant, je vais examiner le foie. Pareil, comme tout organe en échographie, le foie, on va le balayer de droite à gauche et de haut en bas. Respirez. Le foie remonte assez haut sous les côtes. Donc, je vais orienter ma sonde. Alors, je change la position de la sonde. Je me mets en coupe transversale, mais même oblique sous-costale. J'appuie un petit peu pour passer sous les côtes et aller tout en haut, rejoindre le dôme hépatique pour pouvoir l'explorer correctement. Ce qui fait qu'on peut mettre en évidence
les veines hépatiques. Je tombe également à cet endroit-là gonflé. Ici sur la vésicule biliaire, en forme de poire. Respirer. On peut remarquer si on trouve une lithiase intravésiculaire gonflée. Et je continue mon exploration. On retrouve la bifurcation portale ici. Après, je me remets en coupe longitudinale pour aller explorer le foie gauche, respirer. À cet endroit-là, je vois la veine cave inférieure, ce tuyau-là, qui, inspiré et soufflé, si vous regardez bien, soufflez. La veine cave se dilate et se referme en fonction de la respiration. C'est la différence avec l'aorte. Et on voit bien la veine cave se jeter ici, dans le cœur, au niveau de l'oreillette droite. Je déplace ma sonde encore vers la droite et je vais visualiser l'aorte abdominale qui est là. Alors, il est important d'explorer l'aorte abdominale chez des patients à risque, qui ont plus de 50 ans ou de 60 ans, qui ont des facteurs de risque particuliers, cardiovasculaires, notamment s'il y en a qui ont des antécédents familiaux d'anévrisme de l'aorte, on va pouvoir explorer l'aorte. Alors l'aorte, pendant que j'y suis, je vais me mettre en coupe transversale. Vous voyez, là vous avez le rachis, l'aorte abdominale, la veine cave ici, et ça me permet de visualiser l'aorte en coupe transversale et de pouvoir éventuellement la mesurer pour rechercher un anévrisme. Au passage, je vous explique que une aorte, ça se mesure en pratiquant la mesure du diamètre antéro-postérieur. Antéro, c'est-à-dire la face avant du patient, qui est en haut sur l'écran, et la partie la profondeur. Donc cette mesure se fait de là à là, et je vais vous montrer. Voilà, j'ai pris la mesure, l'aorte fait à cet endroit-là 22 mm, c'est un calibre tout à fait normal. Je vous rappelle juste qu'on parle d'ectasie à partir de 25 mm et d'anévrisme à partir de 30 mm. Je reprends mon examen et mon exploration du foie. Vous voyez, je ne lâche pas, je reste fixé sur mon foie pour l'explorer correctement, gonfler les poumons. Et je vais jusqu'à la pointe gauche du foie. Et là, je peux dire que mon foie est normal. Alors, vous voyez respirer. L'écostructure du foie, qui est une structure tout à fait homogène, d'aspect tissulaire, que on va pouvoir voir un kyste qui va être anéchogène, un kyste biliaire qui va être anéchogène. On peut voir des angiomes qui vont être, eux, hyperéchogènes, et toutes sortes de pathologies, des nodules, des tumeurs, etc. J'ai vu et exploré le foie, j'ai exploré la vésicule, j'ai exploré le rein droit. Et là, en région épigastrique, on va essayer de visualiser le pancréas. Le pancréas, alors, il faut garder en tête que le pancréas, l'échographie n'est pas l'examen de choix et le plus efficace pour explorer et rechercher des pathologies pancréatiques. Cependant, dans des bonnes conditions, on peut très bien le mettre en évidence. Là, je me suis mis en coupe transversale. Et si vous voyez bien, il y a des repères un peu particuliers pour repérer le pancréas. Vous avez l'aorte ici. Juste en avant de l'aorte, l'artère mésentérique supérieure. Je suis en coupe transversale. L'artère mésentérique supérieure a ce site particulier, c'est qu'elle est entourée d'un halo hyperéchogène. Et à ce niveau-là, on peut repérer le pancréas, qui est là. Vous avez la tête du pancréas, le corps et la queue qui descend jusque-là, sur la gauche. D'accord ? Il y a une structure anéchogène qui chemine sur le bord supérieur du pancréas, qui est la veine splénique, qui vient de la rate, donc, et qui vient rejoindre l'artère mésentérique, la veine mésentérique inférieure, pour s'appeler le tronc splénomésaraïque, et ensuite rejoindre la veine mésentérique supérieure, qui ensuite va donner le tronc porte.
gonfler. Alors, je me retrouve, voilà. Et là, je me situe, je vois au niveau du tronc-porte qui est là et qui chemine jusque dans le foie. Alors, respirer. Il y a, quand on explore le foie, il y a diverses pathologies comme la stéatose ou même la cirrhose. Qu'est-ce qu'on va rechercher? On va rechercher une hypertension portale. C'est quelque chose qu'on peut rechercher et mettre en évidence relativement facilement en échographie. Alors, pour ce faire, il faut repérer la veine porte. On va l'explorer là, ici, par voie intercostale. On va essayer de la repérer. Voilà, elle est là, la veine porte. À ce niveau-là, le flux sanguin, le flux de la veine porte doit se diriger vers la sonde. Donc en échographie, quand on va mettre le Doppler, ça va se colorer en rouge. Je vous rappelle que le flux sanguin, quand il vient vers la sonde, il se colore en rouge. Quand il s'en éloigne, il se colore en bleu. Alors on va mettre la couleur, on va demander à la patiente d'arrêter de respirer. Voilà, vous avez la couleur ici. Respirez. Arrêtez de respirer. Et maintenant, je vais mettre le Doppler pulsé. Voilà, et ça, respirer. Ça nous permet de visualiser et de calculer la vélocimétrie, c'est-à-dire la vitesse du flux sanguin dans la veine porte. Et ce colorant rouge, donc le flux est bien centripète, donc c'est normal. On a une vitesse qui monte à plus de 20 cm par seconde, ce qui est tout à fait normal. On va commencer à parler d'hypertension portale quand le flux va commencer à diminuer, c'est-à-dire descendre en dessous de 15 cm par seconde. Et ensuite, si le flux s'inverse, là, on est dans une hypertension portale déjà avancée. On peut aussi explorer les veines hépatiques qui vont être dilatées dans certaines situations, des pathologies cardiaques droites et des pathologies hépatiques, évidemment. Alors, on a vu le rein, on a vu le... Je vais revenir sur le rein, gonfler les poumons, pour vous rappeler un petit peu l'écostructure respirée. L'écostructure du rein, il a cette forme de haricot. Au centre, le rein est hyper échogène. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle le sinus. Il y a de la graisse, il y a des vaisseaux, il y a des canaux biliaires, des canaux évacuateurs. Et ces canaux, quand leurs parois sont collabées, ça donne une hyper échogénicité, plus de la graisse. C'est pour ça que le sinus rénal est hyper échogène. Et son pourtour, on voit, c'est le parenchyme rénal, qui est composé du cortex et de la médulaire. On voit ici des petites zones légèrement hypoéchogènes qui sont les corps de Melpighi. Si vous avez une dilatation piélocalicielle, vous allez visualiser au sein du sinus des cavités anéchogènes qui ne sont pas normales. Donc ça permet de mettre en évidence une obstruction urinaire. On va poursuivre l'examen. J'ai exploré l'hypocondre droit, j'ai exploré la région épigastrique. Maintenant, on va aller voir sur la gauche, essayer de visualiser le rein et la rate. Alors, il y a plusieurs possibilités pour explorer le rein gauche. La meilleure, c'est de passer par voie postérolatérale. Parce que vous avez vu qu'à droite, le foie est une belle fenêtre acoustique qui nous permet de visualiser le rein. Alors, je vais vous demander de gonfler les poumons. Et voilà, vous voyez qu'il faut faire participer le patient quand elle gonfle ses poumons, respirer. Les gaz descendent et ça nous permet de visualiser le rein gauche, qui lui aussi est tout à fait normal, et la rate qui est là. Donc, comme je vous l'ai exploré, gonfler, je vais balayer mon rein gauche de droite à gauche, de haut en bas. Je remonte, respirer, et là je peux voir la rate, je peux la mesurer, je mesure antéro-postérieure, voilà, qui ne doit pas dépasser 11 cm.
Là, on est à moins de 8 cm. Donc, et l'écostructure de la rate est tout à fait similaire à l'écostructure du foie, donc tout à fait homogène. Là, on a exploré tout l'abdomen haut, le foie, la vésicule, le pancréas, les reins, la rate. Au passage, également ici, j'ai oublié de vous dire, mais gonfler les poumons. Respirer. Comme dans l'hypocondre droit, entre le rein et la rate, nous avons l'espace de colère, où lorsqu'il y a un épanchement péritonéal, on retrouve du liquide à cet endroit-là. On voit le diaphragme ici. S'il y a un épanchement pleural gauche, on va visualiser du liquide ici dans le cul-de-sac costo-diaphragmatique. J'ai exploré tout l'abdomen haut. On va explorer le pelvis. Il faut savoir qu'il y a aussi des pathologies intestinales qu'on peut explorer maintenant en échographie, telles que l'occlusion intestinale, telles que l'appendicite, les sigmoïdites. J'ai par principe, quand je fais un examen abdominal, de passer ma sonde un petit peu partout dans l'abdomen. Alors évidemment, l'abdomen, il y a des gaz dans les intestins, on ne voit pas grand-chose, mais ne serait-ce que retrouver une masse abdominale, quelle qu'elle soit, colique par exemple, ben, on peut être amené à faire ce genre de découverte. Là, évidemment, je n'ai aucune pathologie. Alors maintenant, on va explorer le pelvis. Alors, vous allez voir après, quand je vais finir avec le pelvis, pour explorer les intestins pelviens, ils sont assez superficiels. Donc, on va utiliser la sonde de haute fréquence, mais je vous montrerai ça après. Alors, le pelvis, chez la femme, c'est l'utérus, les ovaires, c'est ce qui nous importe. Et la vessie, bien entendu. Donc, c'est pour ça qu'on demande aux patientes de boire de l'eau pour gonfler la vessie. La vessie pleine est une belle fenêtre acoustique. Vous voyez, la vessie est bien remplie. C'est cette formation anéchogène. Alors, une vessie, ça s'explore. Hein. Qu'est-ce qu'on va explorer? On va explorer la paroi de la vessie. Donc, comme pour tout à l'heure, on va balayer la vessie de haut en bas et de droite à gauche. Alors, la vessie, elle descend aussi sous la symphyse pubienne. Donc, on est obligé, quand regardez ma sonde, je suis obligé de la becquer pour la descendre, pour visualiser le plus bas possible la vessie. Vous voyez? Et je remonte. Ce qui me permet de bien visualiser toutes les parois. Je remonte jusqu'en haut, jusqu'à la faire disparaître. Je fais de la même façon. Donc, quand je suis en coupe transversale, je vous rappelle que en coupe transversale, sur toutes les sondes maintenant, il y a un repère. Il doit être vers la droite du patient. D'accord? Ce qui nous permet d'avoir la droite du patient à gauche sur l'écran. C'est une convention, il faut que tout le monde la respecte pour qu'on puisse reconnaître les images. Et pour passer en coupe longitudinale, je tourne ma sonde. Alors, essayez de vous souvenir 9h midi. Quand je suis en coupe transversale à 9h, je passe à midi pour me mettre en coupe longitudinale. Et je fais l'inverse. 9h midi, ça fait que je suis sûr d'avoir une sonde bien orientée. Là, je suis en coupe longitudinale. Donc, je repère ma vessie, que je balaye de droite à gauche, me permettant de visualiser s'il y a une anomalie de paroi. Qu'est-ce que c'est les anomalies de paroi? Ce sont des polypes, ce sont des cancers. Ce qu'on peut repérer aussi quand il y a une obstruction, on a une hydronéphrose droite ou gauche, on va évidemment rechercher un calcul, une obstruction. Il peut y avoir des lithiases qui sont coincées au niveau du méa urétéral. Donc, sur une coupe transversale, on voit ici les méas, c'est une petite surélévation de la paroi postérieure de la vessie, et de façon bilatérale. Et c'est là que ça bouche l'urtère. Parfois, il y a des lithiases enclavées à cet endroit-là. Vous savez que les lithiases urinaires, comme les lithiases vésiculaires, en dessous de 3 mm, on peut ne pas les voir. Il y a un moyen simple, c'est de mettre la couleur. Et quand on met la couleur au niveau du méa, à cet endroit-là, s'il y a une lithiase,
il va y avoir un scintillement de toutes les couleurs. C'est un jeu des ultrasons au sein de la lithiase qui est faite de plusieurs cristaux. Et la diffusion et la réflexion des faisceaux ultrasonores donne un aspect de ce qu'on appelle le Twilling artefact ou le signe de l'arlequin. On a une image de toutes les couleurs, ce qui nous permet, moi ça m'est arrivé, de repérer des lithiases uniquement avec la couleur. J'ai exploré la vessie. Maintenant, on va regarder l'utérus et les ovaires. Alors, j'aime bien commencer par la coupe transversale pour me repérer et bien repérer l'utérus que je vois là, en arrière de la vessie. Pareil, je le balaye de haut en bas pour l'explorer. Et là, 9h midi, je tourne ma sonde et je me mets en coupe longitudinale. Et je peux repérer, là nous avons le vagin, le col de l'utérus, le corps de l'utérus ici. On devine la muqueuse, l'endomètre ici, qui se mesure et qui change de configuration anatomique entre le premier jour du cycle et le dernier jour du cycle. Et là, je peux repérer des anomalies parois, repérer des anomalies au niveau du myomètre, repérer s'il y a des fibromes, s'il y a éventuellement un polype dans la cavité, repérer si le stérilet est bien en place dans la cavité, etc. Alors, une échographie pelvienne chez la femme, je la pratique toujours de deux manières. L'échographie par voie abdominale, par voie suspubienne, et aussi par voie endovaginale, qui permet de mieux visualiser des pathologies comme l'endométriose, comme bien visualiser les ovaires, qui sont plus faciles à voir par voie endovaginale. Donc j'incite beaucoup mes confrères qui ont une orientation gynécologique à se procurer une sonde endovaginale et apprendre à l'utiliser. Alors pour repérer les ovaires sont de part et d'autre de l'utérus, mais à des niveaux différents. Ils peuvent être éloignés ou accolés à l'utérus, ils peuvent être au-dessus ou prolabés dans le cul-de-sac de Douglas, c'est assez variable. Donc c'est un jeu avec la sonde. Alors certaines fois, moi je me mets à gauche pour aller voir, je me mets à droite pour aller voir l'ovaire gauche. Et il y a une facilité avec les ovaires, c'est qu'il y a souvent des follicules, des kystes, et c'est ainsi qu'on peut les repérer. Et c'est exactement ce qui se passe ici. L'ovaire gauche, je le vois là. Alors, je me permets d'appuyer un petit peu pour m'en rapprocher. Vous voyez les formations anéchogènes qui sont là, ce sont des kystes ou des follicules. En fonction, tout dépend à quel stade du cycle nous sommes. Donc on a un ovaire ici, qu'on va pouvoir mesurer et explorer. Et pareil, je vais rechercher l'ovaire droit. Donc je me mets à gauche pour aller voir l'ovaire droit que je retrouve ici, avec effectivement des petites formations folliculino-kystiques. Voilà, j'ai un ovaire qui est de taille normale, il y a des petits follicules. J'ai repéré qu'il n'y avait aucune pathologie. On peut mesurer, si on arrive à bien visualiser l'endomètre, on peut mesurer l'épaisseur de l'endomètre. Une chose aussi, tout à l'heure je vous ai parlé d'épanchement. Évidemment, on va rechercher un épanchement dans le cul-de-sac de Douglas. Le cul-de-sac de Douglas, c'est le cul-de-sac qui est en arrière de l'utérus, c'est-à-dire entre l'utérus et le rectum. Voilà, c'est à cet endroit-là, on va voir une image anéchogène. Il est assez facile de mettre en évidence des épanchements, parce qu'un épanchement est totalement anéchogène, c'est tout noir à l'échographie, donc c'est facile à mettre en évidence. J'ai vu à peu près tous les organes que je pouvais voir. Maintenant, je vais juste terminer pour visualiser les intestins pelviens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On peut voir les intestins pelviens, mais on peut voir aussi rechercher une hernie inguinale, hernie ombilicale, une hernie de la ligne blanche. Alors, je rajoute un peu de gel parce qu'avec le temps, le gel sèche. Donc je prends la sonde de haute fréquence. Voilà. Alors, quand on
on va rechercher. Ce qui est important, c'est de repérer les deux grands droits, les deux muscles, qu'on appelle les abdominaux. Ils sont très superficiels, hein, ils sont sous la peau. Là, vous avez, là, je suis en coupe transversale, donc j'ai le grand droit et le grand droit gauche qui sont reliés par une petite membrane aponévrotique, hein, qui est cet interstice-là. Et si vous avez une hernie de la ligne blanche, vous avez une rupture de cette ligne et l'irruption d'une anse intestinale ou d'un épiplomb. Alors je descends, je suis ma ligne blanche. Vous voyez, j'ai toujours mes deux grands droits ici. Là, je suis gêné parce que j'arrive à l'ombilique et dans l'ombilique, il y a de l'air. Donc, on a un genre de cône d'ombre. Donc après, si on veut rechercher une hernie ombilicale, si on est gêné par les gaz, on se met de côté, puis on oriente la sonde pour visualiser. Vous voyez, les deux grands droits sont là. Je n'ai pas de hernie de la ligne blanche. Ce qu'on peut repérer aussi, et surtout notamment chez les enfants ou les adultes jeunes, c'est essayer de retrouver des adénopathies mésentériques qui peuvent être la cause de douleurs abdominales non expliquées. Donc je suis toujours là. Les adénopathies mésentériques se situent, vous voyez là, je vous ai montré les grands droits, le péritoine qui est là, ici les intestins. Dans l'abdomen, quand on voit une image un peu suspecte ou suspecte d'être pathologique, moi j'ai pour habitude de prendre le temps quand j'explore les intestins, c'est-à-dire que je pose la sonde et je ne bouge pas. Ça me permet de voir si ça bouge tout seul. Si ça bouge tout seul, c'est que c'est une anse intestinale, hein, parce qu'il y a un péristaltisme. Là, je suis dans l'abdomen, vous voyez, il y a plein de gaz. Une chose importante aussi, qu'on peut voir ici de chaque côté, c'est le muscle psoas. Le muscle psoas, là je suis en coupe transversale dans la fosse iliaque droite. C'est cet organe qui est là, c'est vraiment la structure musculaire. Quand je me mets en coupe longitudinale sur ce muscle, vous voyez les structures fibrillaires du muscle psoas qui a la particularité d'avoir un ligament central hyperéchogène que l'on voit là et que l'on retrouve en coupe transversale ici. Voilà. Et si je cherche des adénopathies mésentériques, c'est surtout là. Elles sont majoritairement dans le cadran inférieur droit de l'abdomen. Après, on le cherche un petit peu partout. Voilà. Si sur la gauche, on peut essayer de repérer une éventuelle sigmoïdite, etc. Vous voyez, je retrouve le muscle psoas iliaque ici à gauche. Là, vous avez des anses intestinales, vous voyez que ça bouge. Donc, il y a pas mal de pathologies qu'on arrive à repérer à l'échographie. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur la section questions-réponses. Je voulais vous signaler que les 20 et 21 novembre 2026, je fais une formation en présentiel à Paris où il y aura une présentation théorique avec des topos et aussi de la pratique, c'est-à-dire que je serai là, il y aura des machines d'échographie et je vous montrerai comment pratiquer, je serai là pour vous tenir la main et vous apprendre les gestes importants. Je vous remercie.